Vous le savez, durant toutes les vacances, Envadrouille arpente les rives du Rhône. Et justement, la semaine dernière, nous étions dans son département éponyme. À Lyon, Jean-Luc, habitué de l'émission, nous a fait découvrir le monumental Hôtel-Dieu de Lyon, dont l'histoire est intimement liée au Rhône. Du côté du tout nouveau quartier de la Confluence, sur la Saône, une fois n'est pas coutume, nous avons embarqué avec le dernier bateau-chapelle du fleuve. Et puis, à Saint-Romain-en-Galles, tout au sud du département, nous nous sommes laissés conter l'histoire antique du Rhône. Dans l'atelier de restauration de Christophe, où des trésors du monde entier reprennent vie. Mais à présent, embarquement immédiat pour la 5e étape d'Envadrouille au fil du Rhône. Bienvenue dans l'Isère. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté. Bah oui, les amis, avant de retrouver la Méditerranée, il va falloir patienter un petit peu. Oui, Envadrouille, au fil du Rhône, vous emmène jusqu'à la Méditerranée, enfin presque, mais avant, on fait un petit stop en Isère. Eh bien oui, après avoir quitté le lac Léman, les eaux du fleuve Roi vont d'abord parcourir la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, le Rhône et enfin le fleuve va rencontrer le département de l'Isère. Il l'aura croisé quelques kilomètres avant, c'est vrai, au pied des Alpes. Mais la grande majorité du département de l'Isère qui a les pieds dans l'eau, c'est du côté de Vienne. Allez, Envadrouille, au fil du Rhône, en Isère. Eh bien c'est parti. Allez hop, on relance la musique. Ah oui, l'équipe d'Envadrouille attend Luis Mariano. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée. Juste avant de se jeter dans les bras de la vallée qui porte son nom, le Rhône va parcourir un petit bout du département de l'Isère et sans doute l'un des plus beaux. Là-bas, on y trouve la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français. Un lieu unique en son genre, complètement préservé, où le Rhône retrouve presque un sentiment de liberté. Bref, direction cette réserve naturelle nationale, où là-bas, Rémi, conservateur, nous attend pour nous guider à sa façon. Oui, exit la 2 chevaux et place au canoë-kayak. Bon, si j'ai bien compris, au-delà dans la réserve, il n'y a plus de moteur. Alors dans cette partie-là, voilà, pas de bateau à moteur, Oui. la marche, la barque, le kayak. Aujourd'hui, ce sera kayak. Très bien. Et alors, Voilà. pour savoir qu'on est dans une réserve, il y a un petit panneau, là, je vois. Voilà, ça permet de les indiquer, c'est les panneaux réglementaires. Tout à fait. Bon, en gros, juste derrière nous, là, Oui. combien d'hectares de réserves où on préserve la nature et ce Rhône? Et bien là, c'est 2000 hectares. C'est la plus grande réserve fluviale de France. On est à la frontière de 3 départements, l'Ain, l'Isère et la Savoie. Et là, on va se promener dans une laune pour parcourir un petit peu ces milieux. En route? Allez, c'est parti. Allez, Une pagaie? allez, hop, armé. C'est le moment le plus dur de la journée? C'est atroce. C'est horrible. Bon, alors, là, je me laisse porter, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'écoulement le plus important du Rhône. Mais ce qui fait la spécificité du secteur, Oui. c'est qu'au lieu d'avoir juste un seul écoulement principal, eh ben, on a des petits écoulements sur les côtés de part et d'autre. Ah, qui ont un nom particulier? Voilà, ce sont les launes. D'accord. C'est un terme rhodanien qui désigne justement ce petit bras d'eau qu'on va prendre tout de suite. Et alors là, ce qui est surprenant, c'est que d'un coup, finalement, on a oublié la présence humaine. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le dépaysement. On est en début de journée
Et c'est vraiment le moment où voilà, la nature, elle est en train de s'éveiller, mais elle est encore relativement calme. Et donc on a la réserve juste pour nous. Ah là, je pense qu'on doit être les seuls sur l'eau. Ouais. Finalement, ici, c'est presque une mangrove. Alors, la mangrove, normalement, c'est plutôt la mer qui rencontre la forêt. C'est ça, souvent aux Caraïbes, par exemple. C'est ça. C'est un peu ça ici, parce que les arbres ont les pieds dans l'eau complètement, là. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une forêt alluviale ou une forêt fluviale. Ouais. C'est qu'en fait, on a vraiment une forêt qui fonctionne avec le fleuve. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une nappe phréatique et Oui. ces arbres, ils ont aussi les pieds dans l'eau. Donc ça veut dire que les arbres qu'on a ici, c'est des arbres qu'on n'a pas forcément dans des forêts plus classiques Ah oui, sur le territoire. d'où l'intérêt d'en faire une réserve. C'est ça, c'est ce qui justifie en fait le classement en réserve naturelle nationale. C'est vraiment que ces forêts, elles ont presque disparu en France. Et pourtant, c'est la forêt qui contient le plus grand nombre d'espèces au mètre carré. Donc ça veut dire qu'on a une vraie richesse biologique qui est contenue dans ces forêts fluviales. En fait, cette réserve, c'est un peu l'Amazonie en Isère. Bah, c'est ça. C'est des arbres qui poussent, qui deviennent très très gros, beaucoup de lianes. Une forêt qui est vraiment en interaction avec le fleuve, donc très humide. Et donc oui, c'est un petit peu ça, c'est une petite Amazonie, ouais. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, C'est finalement. ça, c'est la micro-aventure. Préservons les Amazonies, n'allons pas là-bas. Et venons voir la nôtre, en C'est ça. Isère. C'est Voilà. pas mal comme idée. Bah, très bonne. Et le tout en kayak. Merci à Terence et Jack, nos deux pilotes de la journée. Oh, oh, oh. Et comme en Amazonie, il y a le petit grain. C'est ça. Fin de sujet, on plie. C'est vrai que la grandeur de l'Empire romain reposait sur ses voies routières. Oui, les voies romaines, tracées pour construire et étendre l'Empire romain. Mais ce qu'on oublie, c'est que si les hommes se déplaçaient sur les voies routières, il y avait d'autres voies, les voies fluviales. C'est elles qui transportaient les marchandises, les pierres et surtout développaient le commerce de l'Empire gallo-romain. Justement, pour nous conter cette histoire, on a rendez-vous avec Laurence. Elle est archéologue dans le Rhône, mais elle a décidé, juste pour nous, de venir dans l'Isère, au cœur de Vienne, pour nous raconter son amour et sa passion pour les ponts gallo-romains. Eh oui, car il y a des ponts gallo-romains à Vienne. Et si vous ne les voyez pas, c'est normal. Oui, oui, ils sont sous l'eau maintenant. Est-ce que c'est pas la plus belle vue sur Vienne? Si, C'est vrai? tout à fait. C'est un lieu magique ici. On s'est installé dans un lieu où le Rhône fait une boucle. D'accord. Et sous nos yeux, on a toute l'évolution de la ville depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aime bien dire que cette ville est née du fleuve, en fait. Parce que le fleuve, le Rhône, c'est une artère de vie dans l'Antiquité. Pour les gallo-romains, c'est un bras de la Méditerranée qui arrive là. C'est une connexion Oui, directe. oui, oui. C'est ce qui a participé au développement de Vienna, hein, qui était donc la capitale des allobroges. Alors ça veut dire que les marchandises, finalement, elles arrivent de la Méditerranée, elles remontent le Rhône, elles sont déchargées là, mais qu'est-ce qui fait qu'on les décharge ici, finalement, et pas ailleurs? Alors, Vienna, c'est un point stratégique, une croisée de voies essentielle. Donc, on peut rejoindre Roanne, la Loire. On peut aussi, par la vallée de la Gers, rejoindre l'Italie. Donc, c'est un endroit qui rayonne. Vienne va développer sa richesse grâce à ça ou pas? Oui. Va savoir saisir Oui, oui. tout à fait. l'emplacement dans lequel elle est. Oui, oui, bien sûr, et utiliser le fleuve comme un trait d'union, en fait, entre les deux rives et qui va lui permettre de gagner d'autres territoires, en fait, et de développer sa richesse. Voilà. Alors justement, on va se mettre en suspension sur le Rhône. Oui, Là-bas? oui. Comment on l'appelle ici, ce pont-là? La passerelle 19e, Ah. qui a été construite en 1831. Une jeune fille? Oui, Par rapport oui, au- comparé au- aux par autres rapport au ponts, théâtre antique. Oui, oui, ah bah, oui. Ah oui. En fait, toi, tu as fait des recherches et on a découvert où étaient les ponts romains, c'est ça? J'ai rencontré la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, en 2006. Ils ont fait l'acquisition d'un bateau sonar magique pour moi. D'accord. Ça m'a changé la vie. Qui, eux, leur permettaient de savoir ce qu'il y avait sonder. sous le Rhône. Combien de profondeur, là? Alors là, près de la rive, 10 mètres, mais au centre du fleuve, 14-15 mètres. Et donc, avec ce bateau sonar, qu'est-ce qu'ils ont pu voir? Et donc le bateau traverse Vienne et au fond du fleuve, on voit apparaître
les piles des ponts antiques. Donc j'ai retrouvé deux ponts inédits. C'est des ponts, en tout cas le pont sud, il est très fondé. Donc c'est un pont maçonné avec des blocs calcaires monolithes, mais les fondations, ancrées dans le fleuve, dans l'immonde du fleuve, c'est des gros pieux de chêne qui font 5 à 6 mètres de haut, qui sont noyés ensuite dans la maçonnerie et qui sont là, toujours au fond du fleuve. C'est magique, en fait. Moi, je sais qu'il est là, le pont. Toi, tu le vois? Oui, je le vois. Tout au sud du département de l'Isère se trouve la plus vieille résidence d'artistes en France. Elle se nomme Molly Sabata, littéralement, en patois local, les pieds dans l'eau. Installée sur la commune de Sablon, cette résidence était au départ sur le bord du Rhône. Mais depuis 1977 et la création du canal, Sablon est devenu une île et donc cette résidence est devenue insulaire. Bref, on a rendez-vous avec Pierre qui est artiste mais surtout directeur de cette résidence d'artistes. Oui, ça fait beaucoup d'artistes, mais c'est le principe d'une résidence. Bonjour Pierre. Bonjour Loïc. Moi je voudrais savoir, on est où là? On est ici sur une île, entre le Rhône et son canal. Oui. On est dans un endroit de la région Auvergne-Rhône-Alpes très particulier, puisqu'on est au centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En face, on est en Ardèche. D'accord. Ici, on est en Isère. Juste au bout de l'île, là, on est dans la Drôme. Puis un petit peu au-dessus, là, un peu au-dessus du pont de Serrières. Rive droite, on est dans la Loire. Et rive gauche, on est dans le Rhône. Il y a 5 départements qui se touchent. Pourquoi on dit que c'est la première résidence d'artistes en France? D'abord parce que c'est vrai, c'est-à-dire qu'en 1927, le peintre cubiste Albert Glaise et sa femme Juliette Roche achètent ce lieu pour en faire une résidence d'artistes. C'est vraiment une histoire tout à fait extraordinaire parce que c'est pas une maison d'artistes qui est devenue une résidence d'artistes, c'était le projet initial. Et c'est pas leur maison? Non. Où ils ont en résidence des artistes. C'est vraiment fait pour accueillir des artistes. C'était fait pour accueillir les artistes dès 1927, donc on va bientôt fêter les 100 ans. Donc il y a eu des centaines d'artistes qui sont passés ici. Il y a combien de résidences comme celle-ci là? Alors en fait, il y a 4 ateliers logements à Molly Sabata et bon, ça c'est mon atelier. D'accord. Sur la mezzanine, il y a la chambre, c'est Voilà. ça? En haut, il y a Donc- une chambre. Donc l'artiste vit combien de temps ici finalement? Entre 1 et 2 mois, selon son projet en fait. Là va arriver la semaine prochaine Ayung, qui est une artiste coréenne. On a des artistes américains, mais vraiment la plus grande partie des artistes non français, ce sont des artistes européens. Alors ceci dit, quand on regarde là, on dirait une œuvre. C'est pas mal. Finalement, oui. dans l'atelier là. Les œuvres sont là, mais elle aussi, non? Cette vue sur le Rhône, elle est magique, non? Je pense qu'effectivement, on est quand même à la fois très influencé sans doute par le paysage. C'est une expérience du paysage ici, Ouais. mais c'est aussi une expérience de la vie avec d'autres artistes et des rencontres avec d'autres artistes, mais aussi les gens du village qui viennent beaucoup rencontrer les artistes, oui. Eh bien voilà, fin de notre émission En vadrouille au fil du Rhône. Et j'aimerais juste qu'on se projette. Nous sommes en 1642. Et en 1642, qui passe sur le Rhône? Le cardinal Richelieu. Eh oui, sur son bateau. L'histoire de France s'est passée sur ce fleuve. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour terminer notre émission au fil du Rhône dans le département de l'Isère. Bref, En vadrouille, c'est terminé, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. En attendant, si vous voulez revivre l'aventure, il y a toujours le replay sur France.tv. Ah oui. Allez, à très bientôt. I met the princess from Thailand again. She had grown up. Pour continuer notre périple estival, la semaine prochaine, je me rends dans la Loire. Un département qui m'est cher, bien que le fleuve Rhône ne touche ce département que sur une dizaine de kilomètres. François, passionné de chemin de fer, nous expliquera comment, à Saint-Étienne, a été imaginée la toute première ligne de train d'Europe pour relier la Loire et le Rhône. Pierre, vigneron connu et reconnu, nous contera sur les coteaux les plus abrupts du nord de la vallée du Rhône l'histoire des vins de cette vallée que nous envie le monde entier. Et puis, nous mouillerons le maillot en découvrant un sport rhodanien, la joute à Saint-Pierre-de-Bœuf. Bref,
La semaine prochaine, dans Vadrouille, on ne s'ennuiera pas.